Bonjour et bienvenue dans Voix de recruteur by Fed Group. Vous voulez changer de job? Vous cherchez de nouveaux collaborateurs? Nos experts vous donnent des clés de réussite pour décrocher le meilleur poste ou le meilleur candidat, celui qui vous ressemble. Ici, on parle entretien d'embauche, intérim, CV, questions magiques et plein d'autres choses. Parce que dans chaque rencontre, il y a une opportunité. Construisons ensemble vos succès professionnels de demain. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans Voix de recruteur. Je suis Chloé Serre, responsable contenu marketing, et pour cet épisode, nous allons parler des questions indispensables à poser en entretien pour se différencier. Et pour en parler, j'ai à mes côtés Julie Bertoni, directrice Talent Management chez Fed Group. Bonjour Julie. Bonjour Chloé. Alors merci tout d'abord d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, il est vrai que lors d'un entretien, toute personne est amenée à se poser des questions. Donc des questions du type « Quelles sont les raisons pour lesquelles un candidat a plus de chances d'être recruté que moi ?» ou encore « Comment se démarquer des autres postulants alors même qu'ils ont les mêmes compétences et la même expérience que moi ?» Donc comme le disait si bien Socrate, « Connais-toi toi-même ». Donc déjà Julie, pourquoi est-il si important de se connaître pour aborder au mieux son entretien? Eh bien, je dirais que c'est important de se connaître pour deux raisons. Déjà, connaître ses compétences. C'est-à-dire que c'est important d'être au clair sur mes talents et mes points d'amélioration. Alors, surtout mes talents, hein. C'est-à-dire ce que je sais faire, comment je le fais, mes forces. Parce que plus on est au clair, plus ce sera facile de les vendre, entre guillemets. Ok. Et concernant ses motivations, c'est important aussi d'être au clair pour choisir le bon poste et ne pas être déçu. Donc là, ça nécessite quand même de se poser un peu et de se dire, bon, quelles ont été mes meilleures expériences? Pourquoi? Quelles ont été mes meilleures, par exemple, N+1? Pourquoi? Et vraiment de réfléchir ce qui a été le plus important pour nous. Un poste, c'est pas simplement des missions, c'est pas simplement une rémunération, c'est dans quel cadre c'est fait, avec quel type de management. Et c'est souvent ça qui fait la différence. Donc, souvent, quand on se trompe de poste, c'est qu'on n'a pas assez réfléchi à ce qui était important pour nous. Donc, je dirais que c'est important de bien connaître ses compétences pour, du coup, bien se vendre. Et c'est important de connaître ses motivations pour choisir le bon poste. Ok, merci Julie. Donc, tu parles de compétences et de motivation. Concernant les compétences techniques et comportementales, peux-tu nous éclairer un petit peu sur la notion de hard skills et de soft skills? Oui, donc, les hard skills, c'est quoi? C'est le savoir-faire. Donc, c'est ce que je fais. Et les soft skills, c'est le savoir-être. C'est comment je le fais. Donc, je donne un exemple tout bête. Par exemple, pour, un comptable, ce que je fais, je fais le bilan comptable. Maintenant, comment je le fais? Est-ce que je le fais avec rigueur? Est-ce que je le fais avec stress? Est-ce que je le fais avec persévérance? Voilà. Il y a vraiment la notion de ce que je fais et comment je le fais. Et ça marche pour tout, hein. Pour la cuisine, je fais le gâteau, donc c'est le savoir-faire. Et comment je le fais? Est-ce que je suis précise et minutieuse dans les ingrédients? Est-ce que je prends du temps à faire le glaçage pour qu'il soit parfait? Voilà, c'est vraiment ce que je fais et comment je le fais. Super, c'est hyper concret en tout cas. Et moi, j'entends souvent en fait qu'on oppose les soft skills aux hard skills. Est-ce que c'est vrai? Je vois pas l'intérêt de les opposer. Je dirais que c'est complémentaire. Ça sert à rien de travailler sur les soft skills si on sait pas faire, d'accord? Ça sert à rien de travailler le glaçage si on sait pas faire le gâteau. Donc, je dirais que c'est complémentaire. Quand on veut développer une compétence, je dirais que c'est d'abord important d'avoir le savoir, la théorie, ensuite le faire, et ensuite on va peaufiner et travailler le comment faire. On peut prendre le cas des langues. Quand on travaille une langue, ça sert à rien de travailler l'accent si on connaît rien à la grammaire et rien au vocabulaire. Donc, c'est important de connaître d'abord la théorie. On va apprendre théoriquement les verbes, les constructions grammaticales, etc. Ensuite, on va parler la langue. Et ensuite, on va travailler le comment avec les accents, le stress, éventuellement, l'écoute, etc. Donc, c'est complémentaire. On veut développer une compétence, je pense qu'il faut d'abord développer le savoir-faire et ensuite on va développer le savoir-être. Ok, super. Merci pour tout ça. Donc, si je comprends bien, il faut donc bien se préparer et se connaître avant d'entamer ses recherches et se présenter en entretien. Mais concrètement, as-tu des tips ou un process à donner? Pour mieux se connaître, je dirais que ce que je disais tout à l'heure, il faut se poser et réfléchir. Donc, réfléchir effectivement à ses réussites, ses échecs, ce qui nous a le plus plu, ce qui nous a le moins plu. Mais surtout, c'est quelque chose auquel on ne pense pas toujours, c'est de demander des feedbacks à ses anciens collaborateurs, à ses anciens managers. Et vous verrez, parfois, ils vous donneront des retours sur des qualités ou sur des points d'amélioration que vous-même, vous aviez pas forcément vu ou pris conscience. Notamment pour les qualités, je trouve qu'on est toujours dur avec soi-même. Donc, pensez à demander à vos pairs ou à vos anciennes plus un. Ok, donc là, il y aura un avis très extérieur. Objectif et extérieur sur la situation.
Super. Et comment, du coup, arrive-t-on à expliquer aux recruteurs que nous sommes la perle rare? Donc, comment est-ce qu'on arrive à expliquer qu'on a la perle rare? Pour ça, il faut savoir de quelle perle ils ont besoin. Donc, en entretien, ça va être extrêmement important de poser les bonnes questions. Quel profil ils attendent? Et que ce soit sur le savoir-faire, ce que va devoir faire la personne, mais comment elle va devoir le faire. Donc, le seul moyen de montrer qu'on est la perle rare, c'est de bien comprendre quelle perle ils recherchent. Et une fois que vous avez compris ce qui fera la différence, si vous avez ces compétences-là, évidemment, du coup, de les mettre en avant. Je sais pas si je suis claire, Chloé. Si, très très clair. Super. Mais alors, à compétences égales, si 2 candidats vraiment ont les mêmes compétences, le même CV, comment se différencier en entretien et vraiment aboutir à la fin à faire la différence. Ouais. Bon, alors, s'il y a 2 candidats qui ont les mêmes savoir-faire et les mêmes savoir-être, alors c'est assez rare, mais ça peut arriver. Vraiment, ce qui va faire la différence, pour moi en tout cas, c'est la motivation du candidat. Alors, vous allez me dire, Julie, super. Et comment on fait pour montrer qu'on est motivé? Alors, pour montrer qu'on est motivé, on peut le dire, mais ça, tout le monde le dit. Donc, ça a moins de valeur. Moi, je trouve que le meilleur moyen de montrer qu'on est motivé, c'est de s'intéresser. Donc, j'en reviens toujours à la même chose, mais c'est tellement important et tellement rare, vraiment de poser les bonnes questions en entretien. Montrer que vous vous intéressez, par exemple, l'entreprise, s'intéresser à l'entreprise, ce n'est pas, par exemple, demander aux clients quelles sont les valeurs. C'est, par exemple, être allé sur le site, avoir vu, par exemple, comme chez nous, la fête groupe, les valeurs, on a l'excellence, on a l'audace. Donc, c'est de les noter et en entretien de dire, tiens, j'ai vu que vos valeurs, c'était ça. Comment ça se matérialise au quotidien? Ça, c'est super impactant parce que la personne va se dire, tiens, il a été sur le site ou elle a été sur le site. Et ça l'intéresse. Pareil, des choses auxquelles on ne pense jamais, c'est aller sur le compte LinkedIn ou sur Google Actualités et de voir vraiment, s'il y en a, mais des actualités récentes et de poser une question dessus. Je sais pas si je prends le cas, par exemple, des ressources humaines. Vous rencontrez pour un poste en RH, un RH et vous avez vu sur LinkedIn que il développe la relation école. Vous pouvez lui dire, tiens, j'ai vu que vous développez la relation école, vous en êtes où, quelles sont les prochaines actions à mener, est-ce que vous menez d'autres actions que, par exemple, la participation à des forums dans la relation école? C'est vraiment d'une info en tirer une question. Ça paraît tout bête, mais ça fait 17 ans que je fais du recrutement et franchement, ça doit arriver sur un cas sur 20, donc c'est pas si courant que ça que les gens posent des questions. Et pareil, les questions sur le poste, ce qui peut faire la différence, c'est de pas simplement poser des questions sur les missions, mais d'aller plus loin. Plutôt que de demander quelles sont les missions du poste, d'aller plus loin, de dire par exemple, qu'est-ce qui fera selon vous la réussite sur le poste? Parmi les anciens collaborateurs qui ont occupé ce poste, qui ont été les meilleurs et qu'est-ce qu'ils avaient de différenciant? Je trouve que ça permet d'aller plus loin et même pour vous, ça vous apportera des infos supplémentaires sur le poste hyper intéressantes pour que vous puissiez évaluer si c'est fait pour vous ou pas, quoi. Oui, complètement. Et je me pose aussi la question par rapport au salaire, parce que c'est souvent une question quand même hyper importante pour les candidats. Est-ce qu'il y a un timing précis justement par rapport à ce type de questions? Parce que je suppose que on doit peut-être pas en parler dès le premier échange. Si, parce que c'est important. Alors s'il y a un écart de 20 KE entre vos prétentions et le poste, je pense que ça sert à rien de perdre du temps. Enfin, je dis 20 KE, ça peut être évidemment beaucoup moins. Donc moi, je pense qu'il faut en parler assez vite. Je conseille d'en parler en préqualification téléphonique, d'ailleurs. Okay. C'est-à-dire que ça sert à rien d'aller en entretien s'il y a vraiment un gros écart. Par contre, il faut pas en parler, il faut pas que ce soit la première question. C'est-à-dire que quand le client vous appelle pour évoquer le poste, vous pouvez en parler à la fin de l'appel, quelle est la fourchette de rémunération. Normalement, le recruteur aussi peut l'aborder. Si vous n'êtes pas à l'aise pour l'aborder au téléphone et que vous voulez aller en entretien, très bien. Mais je pense qu'au premier entretien, c'est important d'aborder la question. Plutôt en fin d'entretien, encore une fois, vous démarrez avec cette question, c'est peut-être un peu abrupt. Mais donc, en fin d'entretien, vraiment, c'est important de demander la fourchette de rémunération pour le poste. Il y en a forcément une, et ça vous permet de voir si vous êtes dedans ou pas. Il y a une chose qu'on ne doit pas, pour moi, aborder au premier entretien, c'est plutôt toutes les questions liées aux avantages, tickets restaurants, etc. Enfin, ça pour moi, c'est vraiment des questions qui se posent quand on est en fin de process, quand on est au moment de la proposition. Les poser tout de suite, malheureusement, ça peut renvoyer un message chez certains recruteurs
mauvais en disant tiens, il pose les questions sur les avantages et pas assez sur le poste, etc. Donc bon, on peut en débattre pendant des heures, mais toutes les questions liées aux avantages, j'attends moi la fin du process. Voilà, la fourchette de rémunération tout de suite, mais les avantages en fin de process. Ok, super tips. Moi, j'avais pas cette info, mais c'est. Bon, après c'est mes recommandations. Hein. Peut-être que d'autres seraient pas. D'ailleurs, si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le préciser. On peut en discuter. La question des avantages c'est important. Dans les avantages, je compte pas forcément. Ça, c'est une bonne question. Par contre, je compte pas forcément la flexibilité et le télétravail. Hein. Parce que ça, pour moi, c'est pas un avantage. C'est plutôt une organisation, alors qu'on peut ressentir comme un avantage ou pas. Et ça, pareil, c'est important de l'évoquer au premier rendez-vous. Si c'est important pour vous d'avoir du télétravail et qu'il n'y en a pas, ça sert à rien de faire 4 entretiens. Mais c'est quelque chose qui se pose à la fin. Mais surtout, il faut pas que vos 2 seules questions, elles soient sur la rémunération et sur la flexibilité. Il faut impérativement qu'il y ait eu d'autres questions sur l'entreprise et sur le poste. Sinon, ça peut donner l'impression que vous recherchez que une rémunération, une flexibilité. C'est important, mais il faut pas que ce soit que ça, quoi. Oui. Ok. Parfait. Et donc, pour faire la différence, je suppose que tu as encore quelques conseils dans ta besace. Pourrais-tu du coup nous dire les questions dont raffolent les recruteurs? Est-ce qu'il y a certaines questions primordiales Déjà, les questions qu'on a vues hein, sur l'entreprise et sur le poste, vous posez déjà ce type de questions, vous vous démarquez. Et si c'est pas le cas, contactez-moi. On en rediscutera parce que normalement, vous vous démarquez. Maintenant, vraiment, je dirais que la cerise sur le gâteau, si vous vous sentez à l'aise et que l'entretien se passe bien, pour vraiment vous démarquer, c'est de vous intéresser à la personne qui est en face de vous. Un entretien, ça reste un échange entre 2 personnes, donc de s'intéresser à la personne en face de vous. Et comment on fait ça ? C'est tout simple. Avant d'aller en entretien, vous êtes forcément allé sur LinkedIn. Enfin, si en tout cas la personne a un profil LinkedIn, hein, c'est rare qu'il n'y en ait pas, mais bon, ça peut arriver. Bon, en tout cas, si vous avez eu l'occasion d'avoir des informations sur son parcours via son profil LinkedIn et que vous avez forcément vu qu'elle est dans l'entreprise depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc là, je dirais que la cerise sur le gâteau, c'est de la questionner elle sur son expérience dans l'entreprise. Par exemple, tout simplement, hein, j'ai vu que ça fait 5 ans, 10 ans que vous êtes dans l'entreprise. Voilà, si vous deviez vous qualifier la culture d'entreprise ou les valeurs en 1 ou 2 mots, qu'est-ce qui a fait que vous êtes resté 5 ou 10 ans? Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans l'entreprise? Bon, bref, en tout cas, demandez son avis à elle, la personne en face. Donc là, vraiment, c'est hyper différenciant parce que déjà, personne le fait ou c'est tellement rare. Et moi, je trouve ça intéressant parce que vous allez avoir une réponse normalement, en tout cas sincère, authentique, qui va aussi vous éclairer sur le poste et l'entreprise. Et je trouve que ça met un peu d'égal à égal l'échange. Complètement. Et donc, en même temps... vous vous intéressez, le candidat s'intéresse à l'autre aussi, et donc ça c'est vraiment essentiel. Ouais, là on crée l'échange. Ok. Vraiment. Merci Julie pour tous ces tips. Donc là nous avons parlé des questions à poser en entretien pour se différencier, mais je suppose qu'à l'inverse il est également essentiel de se préparer aux questions récurrentes que posent les recruteurs. Donc tout d'abord, pourquoi ? Parce que comme c'est des questions récurrentes, elles vont revenir. Oui, c'est une très bonne réponse. Donc, autant avoir les réponses. Non, mais c'est vrai, ça sert à rien d'attendre d'être en entretien pour réfléchir à certaines questions. Et d'ailleurs, si en entretien, il y a une question auquel vous ne vous attendez pas et à laquelle vous n'arrivez pas à répondre, c'est pas grave, hein. Mais par contre, notez-la et puis réfléchissez pour la prochaine fois, quoi. Donc, c'est quoi les questions récurrentes ? Bon, il y a quand même des questions, effectivement, qui reviennent tout le temps. Déjà, présentez-vous. C'est pas vraiment une question, mais forcément que le recruteur, à un moment donné, va vous demander de vous présenter, d'expliquer vos expériences. Bon, c'est le b.a.-ba. Mais préparez-vous à soit de pouvoir vous présenter en 5 minutes ou plus précisément, donc préparez ça. Ensuite, quasiment tout le monde va vous demander à un moment donné ce que vous avez compris du poste ou de l'entreprise. Donc c'est pour ça que c'est indispensable de prendre des notes pendant l'entretien, parce que sinon vos idées vont se mélanger. Donc prenez des notes dès que le recruteur vous dit quelque chose, pour pas, avec l'émotion, tout oublier. Des questions aussi qui reviennent souvent, des fois auxquelles on ne se prépare pas toujours. D'ailleurs, n'attendez pas les questions des fois pour y répondre. Préparez, anticipez toutes les questions liées au départ des entreprises. Pourquoi vous êtes parti, pourquoi vous avez accepté tel poste, comprendre votre parcours. D'ailleurs, n'attendez pas les questions, donnez tout de suite la réponse. Mais bon, en tout cas, c'est des questions qui arrivent souvent. Après, parfois, il y a des clients qui vont vous demander
pourquoi vous et pas un autre, ce qu'un N+1 peut dire de vous. On a encore quelques recruteurs qui demandent les qualités défauts. Bon, c'est de plus en plus rare, mais enfin bon, ça reste encore néanmoins. Donc, ce que vous pouvez apporter au poste, dans 5 ans, où vous voyez-vous. Bon, c'est des types de questions, on peut être d'accord ou pas, mais vous les aurez. Donc, autant les préparer. Et puis surtout, dites-vous, c'est quoi la pire question qu'on peut me poser et préparez la réponse. Vraiment, préparez toutes les questions que vous pensez que vous pouvez avoir, parce que plus vous serez préparé, bon, plus ce sera facile, quoi. Ok, donc l'idée, c'est vraiment de se faire une checklist. Ouais, de toutes les questions. De toutes les questions. Et surtout aussi, tu disais, du coup, d'être proactif, de pas attendre, effectivement, que le recruteur pose des questions. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est, franchement, là-dessus, vous vous différenciez aussi. C'est-à-dire, n'attendez pas la question des qualités défauts. Par exemple, expliquez, voilà, sur ce poste, ma force, c'était l'organisation, l'anticipation. Bon, parfois, je pouvais effectivement manquer un peu de recul, mais je travaillais dessus en faisant ci ou ça. C'est-à-dire que quand vous expliquez vos expériences, expliquez aussi à chaque fois vos compétences fortes et je dirais vos compétences à développer. Expliquez aussi pourquoi vous avez changé de poste. Enfin, je trouve que plus vous anticipez, plus le recruteur, enfin, ça donne la sensation, à tort ou à raison, mais que vous avez plus de compétences qu'un autre, quoi. Et puis plus le candidat se sentira, je suppose, à aussi l'aise. Exactement. Ouais. Et réussira finalement. Ok. Et du coup, est-ce que tu as un mot pour la fin ou en tout cas un conseil peut-être à donner en complément déjà de tout ce que tu as pu énoncer jusqu'à maintenant? Oui. Bon, alors déjà l'entretien, c'est pas toujours facile, forcément. Enfin, c'est pas un exercice facile. C'est pas parce que on n'est pas à l'aise en entretien qu'on est un mauvais candidat. Déjà, c'est un exercice qui se travaille. D'ailleurs, c'est pour ça que je recommande quand même souvent d'aller en cabinet de recrutement pour s'entraîner, mais surtout pour avoir du feedback et qu'un recruteur puisse vous dire vraiment quelles sont vos forces en entretien, quelles sont peut-être vos faiblesses et qu'il puisse vous donner des conseils pour vous présenter au mieux. Mais surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas parce que vous n'êtes pas retenu sur un poste que vous n'êtes pas compétent ou que vous ne valez moins qu'un autre. Parfois, on n'est pas retenu parce que juste on correspond pas au poste, mais c'est pas une histoire de compétence, c'est une histoire alors peut-être de savoir-être effectivement ou de motivation, mais peut-être effectivement que le client voulait quelqu'un qui sache un tout petit peu plus gérer la pression ou différemment. Donc voilà, c'est pas parce qu'on n'est pas retenu qu'on n'est pas bon et que parfois vaut mieux ne pas être retenu plutôt que d'être retenu et que ça se passe pas bien. Donc vraiment, le conseil que je peux vous donner, oui, alors évidemment, je travaille pour Fed Group, mais en tout cas d'aller voir des cabinets de recrutement pour avoir aussi du feedback et un regard extérieur sur, voilà, en tout cas sur l'exercice de l'entretien, comment vous vous débrouillez et d'avoir des conseils pour être le plus à l'aise possible, quoi. Ok, bon écoute, merci beaucoup Julie en tout cas pour merci à toi. Ton intervention. Tout est dit en tout cas pour que les candidats se différencient en entretien en posant les bonnes questions. J'espère du coup que ces conseils vous seront utiles et puis je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode Voix de recruteur très prochainement. Et sinon, retrouvez toutes nos émissions sur notre chaîne One Job Countless Stories, les podcasts by Fed Group. Merci beaucoup. Merci Chloé. Au revoir. Merci pour votre écoute. Nous espérons que ce temps de partage vous a plu. Abonnez-vous pour plus d'histoires professionnelles et de témoignages enrichissants. Suivez-nous sur LinkedIn et retrouvez nos offres d'emploi sur notre site carrière fed-group.fr.